Bonjour Sylvie Ferrer, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes députée des Hautes-Pyrénées dans le groupe de la France Insoumise NUPES. C'est votre premier mandat. Vous avez 55 ans et vous êtes agent de maintenance en informatique de profession. Imaginait-on un jour voir ces images en France, des tags de l'étoile de David, symbole du judaïsme, sur de nombreuses façades à Paris comme à Saint-Ouen, Saint-Denis et Aubervilliers, mais aussi à Besançon. Les actes antisémites se multiplient sur notre sol depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Des agissements ignobles, selon la chef du gouvernement, qui s'exprimait devant l'Assemblée nationale mardi dernier. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au Petit-Quevilly, les habitants ont découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des croix gammées comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. Sylvie Ferrer, partagez-vous l'indignation de la Première ministre à l'Assemblée ? Alors, il y a eu plusieurs centaines d'actes antisémites. Plus de 800 recensés depuis l'attaque du 7 octobre. Donc, en fait, ce sont des actes qui sont des délits, donc qui sont répréhensibles et qui doivent être condamnés, bien évidemment. Comment expliquez-vous cette recrudescence d'actes antisémites ? Peut-elle s'expliquer de votre point de vue ? Alors, je ne sais pas si c'est une recrudescence ou si c'est quelque chose qui manifestement, est oui, voilà. Il y a eu bien donc, plus d'actes antisémites. Si c'est confirmé, oui. Bien évidemment qu'il n'est pas question que le conflit soit en fait porté, le conflit au Proche-Orient soit porté ici dans notre pays. Donc, en fait, voilà, à partir du moment où c'est un délit, ça doit être condamné. Il faut retrouver les personnes qui ont fait ces actes et les condamner fermement. Des actes antisémites qui retentissent douloureusement à Toulouse, qui a été la cible d'attentats, on s'en souvient, en mars 2012, 7 morts, dont 3 enfants juifs et le père de l'un d'entre eux. On les voit là à l'image, Harry et Gabriel, Myriam et Jonathan Sandler. C'était la première fois depuis l'après-guerre que des enfants étaient assassinés au nom de leur seule religion. La première fois, bien sûr, depuis l'attaque du Hamas. Que diriez-vous à ces Juifs de France qui, aujourd'hui, ne se sentent pas protégés ? Je leur dis qu'ils ont mon soutien, bien évidemment. Je pense à ces familles qui ont perdu leurs enfants et c'est à travers moi, en fait, je voudrais leur dire que l'ensemble des citoyens sont sidérés par ce qui s'est passé et par leur douleur, bien évidemment. Et qu'on pense bien évidemment à ce que ce type d'acte ne se renouvelle jamais dans notre pays. C'est perdre un enfant, c'est de cette façon-là et de façon générale, c'est quelque chose de terrible. L'Assemblée nationale qui a reçu une dizaine de familles et d'otages de disparus français depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. 9 Français sont détenus selon le Quai d'Orsay, 35 disparus. La présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, leur a témoigné la solidarité de la représentation nationale. Nous sommes à vos côtés, a-t-elle affirmé. Vous étiez absente ce jour-là de l'Assemblée nationale mardi dernier. Les victimes du Hamas peuvent-elles compter sur votre solidarité, vous, élu de la République, représentant de la nation, partagez-vous, encore une fois, la solidarité exprimée par la présidente de l'Assemblée nationale ? Mon groupe politique, la France Insoumise, demande la libération de tous les otages aujourd'hui. Ces familles sont là parce qu'en fait, elles ont des proches dont elles n'ont pas de nouvelles, dont certains sont morts aussi, dont on ne connaît pas ceux qui sont encore vivants, ceux qui sont décédés. Donc il y a plus d'une centaine, c'est quasiment 200 otages aujourd'hui qui sont dans la bande de Gaza, peut-être dans les tunnels, peut-être ailleurs, on n'en sait rien. Voilà. Yaël Braun-Pivet qui a été très critiquée par votre groupe, le groupe de la France Insoumise à l'Assemblée quand elle s'est rendue à Tel Aviv. Pour quelle raison ?
Eh bien, en fait, nous n'étions pas d'accord sur le fait d'apporter un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Alors, c'est pas à l'État, hein, c'est au gouvernement. Aux Israéliens. Oui, au gouvernement israélien, au gouvernement de Netanyahou. C'était pas la politique israélienne, voilà. Hein, c'était aux Israéliens, au peuple israélien. Je pense que c'était quand même un soutien. Elle allait à la rencontre du gouvernement et donc elle aura apporté un soutien inconditionnel dans le fait de se défendre. Et aujourd'hui, on voit bien que on ne peut pas cautionner à tout prix les actes qui sont commis par l'armée israélienne sur les populations civiles palestiniennes qui sont bombardées sans arrêt. Donc on a vu dernièrement un camp de réfugiés qui a été bombardé avec plus d'une centaine de morts, des centaines de blessés, donc un quartier dévasté. Et donc voilà, ça s'apparente, c'est ce qu'on s'apparente à vraiment un crime de guerre. Et donc on peut pas tolérer ces agissements et en fait on accentue en fait un sentiment d'injustice de part et d'autre, bien que je sois tout à fait solidaire aussi des familles qui ont perdu des enfants, des familles qui ont perdu des proches dans les actes barbares qui ont été commis par le Hamas le 7 octobre. Jean-Luc Mélenchon a-t-il eu un mot malheureux quand il dit au sujet de la présidente de l'Assemblée nationale qu'elle est allée, je cite, camper à Tel Aviv? Alors c'est systématiquement des mots qui sont repris. Je pense qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. C'était une expression qui a été utilisée. Malheureuse. Ça a été récupéré. Je ne pense pas. C'est une façon de s'exprimer et on ne peut pas non plus systématiquement attribuer des intentions ou un procès d'intention sur le fait d'utiliser un terme. Alors, au cours d'une séance de questions au gouvernement, vous avez demandé au garde des Sceaux d'interdire la participation des Français qui rejoignent d'ailleurs l'armée israélienne. Pour quelle raison ? En fait, c'est une question que j'ai posée au ministre, ministre de la Justice. C'est une question en fait qui était en lien avec le fait de demander tout simplement sur les Français qui rejoignent donc l'armée israélienne, Tsahal, de leur demander. Qui sont juifs, et je ne vous apprends pas qu'à partir du moment où ils sont juifs, ils peuvent demander automatiquement. Alors le mot juif n'est pas posé dans ma question. Ils ont la nationalité israélienne, vous le savez. Donc on demande simplement si, notamment par rapport aux exactions qui sont commises sur le sol palestinien, si il pourrait y avoir des Français qui ont rejoint donc l'armée israélienne, les franco-israéliens, s'ils seraient en fait, ils se seraient rendus coupables d'exactions, Donc ça fait partie des questions que. Et donc, quelle devrait être la position du gouvernement, de la représentation nationale? Donc moi, j'attends la réponse. J'attends la réponse du ministre. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Vous avez un avis, non? Il faut savoir qu'il y a eu quand même 200 morts depuis janvier 2023. Il y a eu 200 morts palestiniens sur le sol de Gaza. Et donc, ce sont des personnes qui ont été tuées. Mais en 1936, par exemple, vous vous souvenez des brigades internationales qui allaient soutenir les républicains espagnols, alors qu'ils n'étaient même pas espagnols. Est-ce que ça vous choquait? On n'est pas dans le même contexte. Ou des Français qui vont en Ukraine encore plus récemment. Donc il faut comparer les choses, toutes choses égales par ailleurs aussi. Donc c'est pas le même contexte. Là en fait, c'est simplement s'assurer que des Français ne commettent pas d'exactions sur le sol palestinien. Des franco-israéliens. Une guerre à 5000 km de Paris qui a retenti aussi dans le paysage politique français, qui a fragilisé plus encore l'alliance de la NUPES, cette alliance de gauche que vous aviez bâtie avec le PS, les Verts et le PC pour les législatives de 2022. Une alliance portée par Jean-Luc Mélenchon. Le regard de la semaine est signé Frédéric Fraisse, Sophie Lacroix et Christelle Lacroix. Pour trouver les origines de LFI, il faut aller creuser dans le cimetière des éléphants, celui du PS des années 80.
Un PS au pouvoir sous la férule du commandeur François Mitterrand, mais les enfants du tonton se disputaient déjà l'héritage en mode enfant gâté. De congrès en congrès, ils ne cessaient de se chamailler. D'un côté l'aile droite, de DSK, Roland Dumas et Bernard Kouchner, face à l'aile gauche d'Henri Emmanuelli et un certain Che. Non pas Chevènement, mais l'autre, le Mélenchon. Lassé de ne pouvoir changer son parti de l'intérieur, il prit le parti de l'étouffer par l'extérieur, suivant la méthode Mitterrand, qui avait en son temps attrapé le Parti communiste dans ses filets. Il fonda alors le Parti de gauche, et ça devait faire du bruit. Je suis le bruit et la fureur. Objectif, présidentielle 2012. Résultat, 4e, derrière Marine Le Pen, derrière François Hollande, qui sera élu. Pour laver l'affront, il exhorte ses fidèles qualifiés d'insoumis à le rejoindre fourche en main autour de sa France insoumise. Objectif, présidentielle 2017. Ceci est une insurrection citoyenne. Rien ne fera rentrer dans son lit le fleuve qui est en train de déborder. Résultat, 4e, encore. Mais cette fois-ci, il tient sa revanche, car le Parti socialiste est exsangue, 14 points derrière lui. Et s'il fallait pousser encore plus à gauche pour achever la rose et ses épines, haranguer toujours plus fort. La République, c'est moi! Présidentielle 2022, il y a du mieux. Mélenchon, 3e, à plus de 20%. Le Parti socialiste humilié ne fait même pas 2%. L'OPA de LFI sur le PS peut alors commencer près de 25 ans après les premiers coups de boutoir. Et c'est ainsi que naquit la NUPES, mais aussitôt née et déjà quasi enterrée, n'est pas Mitterrand qui veut. Oui, le PS, le Parti socialiste, qui annonce un moratoire sur la NUPES. Le point de non-retour est franchi selon Jean-Luc Mélenchon. Que s'est-il passé? Pourquoi en êtes-vous arrivé là en si peu de temps? Alors, d'abord, je voulais revenir sur les images que vous avez présentées. C'est exact. Jean-Luc Mélenchon a quitté le PS, oui, pour non pas pour mettre en place un parti qui serait en fait qui pourrait se présenter tout seul aux élections. C'était vraiment. Disons que sa motion très à gauche de la gauche du PS ne remportait pas les suffrages des militants socialistes. Oui, tout à fait. Donc il a préféré quitter le PS à un moment où le PS se portait bien, en fait. Oui. Donc c'était plutôt courageux de sa part. Absolument. Et quand il a quitté donc le Parti socialiste, ça n'a pas été pour mettre en place un parti qui se présenterait seul aux élections et dans ce sens-là, aurait pu diviser la gauche. Aurait pu diviser la gauche. Il ne souhaitait pas diviser la gauche. C'est pour ça qu'il a travaillé dès le départ à mettre en place le front de gauche. Donc une union des partis de gauche. Hors Parti socialiste. Voilà. Oui, bien sûr, oui, là, au départ, oui, avec le front de gauche, c'était, et on a vu que le résultat était très intéressant et que les électeurs et les électrices, parce que sur la base d'un programme, c'était l'humain d'abord. Donc, sur la base de ce programme-là, les électeurs et les électrices se sont reconnus sur ce qui était porté au niveau démocratique, dans le club écologique, très fermé de ceux social. qui ont fait plus de 20% à l'issue d'un premier tour. Voilà, donc 2017. Pourquoi en êtes-vous arrivé là? Eh bien, vous l'avez dit, 2017, on a progressé en fait, et 2022, c'est le résultat en fait de la présidentielle, 22%, qui a permis d'aller vers nos partenaires de gauche pour mettre en place la NUPES. Et cet accord programmatique. De vos 22%, tout à fait. Trop fort. Non, je ne pense pas. C'est pas. Quand on se présente à une élection, en fait, on fait une campagne. On fait une campagne sur la base de propositions concrètes. Et les personnes nous ont compris en fait ce qu'on voulait apporter. Est-ce que vous n'avez pas, c'est ce que disent en tout cas vos partenaires, les Verts ou le PC, qu'ils ont le sentiment qu'on leur a tordu le bras un peu, vous leur avez imposé notamment des sièges à l'Assemblée? Non, pas du tout. Ça s'est fait. Il y a des endroits en fait où il devait y avoir une candidate ou un candidat de la France insoumise, des circonscriptions où on était quasiment sûr de remporter. Alors c'est jamais certain, mais enfin il y avait de fortes chances où ça a été soit un écologiste, soit un membre du PC, soit un membre du PS ou de Génération S. Mais Olivier ça a Faure, été encore une fois, travaillé sur des circonscriptions gagnables, parce que faut voir ça aussi. Olivier Faure, premier secrétaire voilà. du PS, qui était très favorable à la NUPES, qui a co-construit, co-bâti cette alliance, a beaucoup tardé à prononcer ce moratoire. C'est dire si la crise est aiguë, je renouvelle ma question, que s'est-il passé? Alors,
La démarche du Parti socialiste et d'Olivier Faure, c'est une démarche qui vient d'eux-mêmes. Hein. On n'a pas cherché à les exclure de quoi que ce soit. Donc ça vient d'eux. Et donc dans la lettre qu'il fait, comme quoi il pose un moratoire. Bon voilà, on a aussi un certain nombre de questions qui ont été posées par le biais d'un courrier. Pour savoir exactement ce qu'il entendait par moratoire, puisqu'il parle de reconstruire la gauche, avec quelle gauche il veut reconstruire, et puis s'il veut sortir de la NUPES, à quel moment. Enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations sur sa position. Cette guerre du Hamas, pour y revenir, face à Israël, c'était pas la controverse de trop. Pourquoi était-ce si compliqué de dire que le Hamas est une organisation terroriste? On s'est exprimé avec nos mots et on a condamné dès le départ les actes barbares qui se sont déroulés le 7 octobre, qui ont sidéré l'ensemble de la population. Pourquoi refuser de le prononcer pour vous conduire parce qu'en fait, on avait notre façon de dire les choses propres et en des termes qui sont en fait reconnus par les instances internationales, par des termes qui sont reconnus aujourd'hui et qui sont prononcés. Clairement la question, est-ce que pour vous c'est une organisation terroriste, le Hamas? C'est une organisation qui a semé la terreur, ça c'est clair et net, c'est-à-dire le but c'était de terroriser les personnes, les gens sur place et de leur faire peur, en effet. Donc leurs actes ont vraiment semé la terreur, c'était le but et en fait on sait aujourd'hui que le Hamas, en fait les dirigeants du Hamas ne sont pas forcément des gens qui sont sur la bande de Gaza. Ce sont des gens qui parlent depuis le Qatar, bien protégés, et donc je ne pense pas que même aujourd'hui les bombardements de l'armée israélienne sur Gaza vont détruire totalement le Hamas, puisque leurs dirigeants se protègent bien. Mais la controverse a aussi traversé votre parti, hein, la France Insoumise, puisque vous avez essuyé les critiques de François Ruffin, notamment, de Clémentine Autain, d'Alexis Corbière. Et puis on voit là, face à Mélenchon, Manuel Bompard, Mathilde Panot, de quel côté vous rangeriez-vous? On voit bien qu'il y a déjà cette fracture-là qui se dessine chez vous. Alors, on a, avec Clémentine Autain, François Ruffin, Alexis Corbière, on est sur les bancs, on a voté tous ensemble des motions de censure, on vote des propositions de loi. Mais on est sur le même programme. On n'est pas à la hauteur. On est sur le même programme. Sur la question démocratique, on est sur ces questions, on est ensemble sur les questions de 6e République, pas dans les tribunes de presse, de planification écologique et aussi de tout ce qui est augmentation des salaires, retraite à 60 ans. On est sur tous ces points-là. C'est ça qui nous réunit en fait. Ce qui nous réunit, c'est le programme. Et aujourd'hui, on voit que sur les bancs de l'Assemblée, on vote la même chose tous ensemble. Alors, et on prend des décisions collectives. En réunion de groupe, on a des réunions de groupe régulières et on prend des décisions collectives. Oui, mais il y a des mots qui vous coûtent cher, en tout cas qui vous divisent. Après, je crois que chacun a la parole libre aussi, hein, on le voit, puisque sinon, ça se passe pas dans d'autres. J'ai pas vu que d'autres partis politiques aient pu avoir une parole libre comme on peut l'avoir. Alors ces petites phrases. En tous les cas, moi, je me sens pas freinée dans ce que je Alors cette liberté, cette bataille des mots qui alimente bien sûr les réseaux sociaux, c'est l'heure, comme chaque semaine, de l'instant tweet de Robin Doro. Bonjour Robin, vous avez scanné les posts de notre invité très présente sur les réseaux. Oui, tout à fait. Peut-on faire plus transparente que vous? Alors, transparente pas dans le sens où vous seriez invisible sur les réseaux, Sylvie Ferrer, au contraire, dans le sens où on peut suivre jour après jour vos déplacements, vos réunions, vos rendez-vous. Chaque semaine, regardez, hop, vous publiez ce petit agenda sur les réseaux sociaux qu'on peut voir avec les immanquables de votre semaine. Instagram, sur Instagram, on peut suivre vos journées. Vous savez, un petit peu comme Martine ou comme Martin Matin, Sylvie Ferrer, au forum des associations de Bagnères, ici, Sylvie Ferrer qui s'essaye à la réalité virtuelle, par exemple, ou Sylvie Ferrer en prison, c'était cette semaine.
Ils ont été gentils de vous libérer d'ailleurs pour venir sur ce plateau. Oui, mais outre la blague à part, vous êtes très investi sur les réseaux sociaux. Ça, en tout cas, on ne peut pas vous le reprocher. Et votre terrain de jeu, manifestement, c'est pas les réseaux, mais plutôt les cortèges, c'est bien ça. Oui, votre zone de confort, elle est peut-être là. Dans les cortèges, les manifestations, vous voyez régulièrement au milieu des manifestants. Le dernier rendez-vous en date, c'était il y a quelques jours contre l'A69 dans le Tarn. Alors le Tarn, ce n'est pas chez vous, mais vous dénoncez, on le voit sur Twitter, ce projet qui profite à la sacro-sainte, c'est pas facile à dire, croissance, et qui fait un marché pour les copains du gouvernement, je vous cite. Ça, c'est une zone de confort, on le disait. Ce qui est moins souvent une zone de confort pour la classe politique, ce sont les nouvelles plateformes comme Twitch, par exemple. On vous a vu récemment sur un live Twitch, cette plateforme vidéo préférée des 18-34 ans. Alors, c'est pas toujours l'exercice le plus simple pour un politique de répondre en direct aux questions des internautes. Bon, là, en l'occurrence, c'était sur la chaîne Twitch de LFI. Donc, c'était LFI qui interview LFI. Je pense que vous avez eu des exercices de questions-réponses un petit peu plus difficiles. Merci Robin, mais on vous attend sur le live Twitch de LFI. Sait-on jamais. La NUPES avait été créée pour les législatives. D'autres échéances électorales vous attendent. On sait qu'il y a les européennes en juin prochain. Puis viendra le temps de la présidentielle, des législatives de 2027. On a le temps et en même temps, c'est maintenant que ça se prépare. Quel est votre souhait, vous ? Alors pour les européennes, qui sont les prochaines élections, ce sera chacun de son côté. Ça s'est acté depuis. On a proposé un programme d'union, de travailler à une liste commune avec les autres partenaires de la NUPES, parce que ça nous tient à cœur et puis qu'en fait on veut être cohérent aussi avec les électeurs puisqu'ils nous ont élus sur un accord programmatique dans lequel il est question aussi d'Europe avec 650 mesures. Donc on a fait quand même pas mal le tour. Mais déjà, et donc voilà. Donc les européennes, cette volonté, en fait, c'est partagée par une grande majorité d'électeurs et d'électrices de gauche qui auraient voulu voir une liste d'union. Ça s'est fait auprès des jeunes. Les jeunes ont proposé un programme en fait d'union pour les européennes. Et donc, on reste encore optimiste mais sur le fait derrière que ça vous, peut... c'est toujours un peu la même musique. Non, c'est autour du programme. C'est pas autour de l'AFI. Sinon, on n'aurait pas proposé la tête de liste à Europe Écologie Les Verts pour ces européennes. C'est ce qu'on a fait. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus que de proposer. On l'a fait pour d'autres élections. On l'a fait pour les régionales. Alors, systématiquement, on a été repoussé. Donc, on a vu pour les sénatoriales, par exemple, comment on a été repoussé pour les municipales, sur des accords, où ça en est déjà localement. Je ne sais pas si chez vous à Tarbes ou encore à Toulouse, où on sait que la gauche a toutes ses chances chaque fois de gagner des municipales. Oui, alors moi je suis sur les Hautes-Pyrénées. Oui. Mais là on parle d'accord. Donc pour l'instant, en fait, au niveau des municipales, c'est pas encore un sujet sur lequel je me suis penchée, mais voilà, il y a une échéance qui arrive, qui sont les régionales. Et on a besoin de travailler très tôt. En général, au niveau de la France Insoumise, on part toujours très tôt au niveau des élections, parce qu'il faut aller à la rencontre, il faut aller sur le terrain, il faut aller à la rencontre des personnes, et ça prend du temps. Et voilà, donc on va partir certainement très tôt pour ce scrutin. Vous comprenez la déception des électeurs de gauche qui, en effet, depuis fort longtemps, appellent à l'union des forces de gauche pour peser dans le débat public face à une prétendue, on va dire, droitisation des esprits. Et pourtant, l'union n'est toujours pas là pour quelques guerres de chefs. De quoi? Alors, de mots, une guerre de bataille. Je vais vous le redire, mais on a été donc à l'initiative de cette union. On aurait pu partir aux législatives, on aurait pu partir seul, ne rien proposer à personne avec nos 22% à la présidentielle. Et pourtant, on l'a pas fait. Et on est fort aujourd'hui de cette opposition de 150 députés, on en est fiers et on va tout faire pour garder en fait cette force de gauche face à un rassemblement national qui est très fort. Mélenchon, et donc ça aussi on a à cœur et c'est pour ça qu'on a proposé une liste d'union européenne, sachant qu'on serait en tête vu les sondages qu'on a pu voir passer et les résultats de 2019, on voit qu'on peut être en tête devant le RN et ça c'est un signe fort pour les prochaines élections. Le problème n'est-il pas, Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, tel que ça peut être dit dans vos rangs? On évoquait dans le petit reportage tout à l'heure la figure de François Mitterrand, qui est le seul à être parvenu à réunir la gauche, mais François Mitterrand, en 81, souvenez-vous, c'était la force tranquille, c'était pas le bruit et la fureur. Est-ce que le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon?
Alors, Jean-Luc Mélenchon n'est pas au gouvernement. C'est pas lui qui gouverne. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent, c'est Emmanuel Macron, la Première ministre et Elisabeth Borne. Nous parlons là d'une alliance hypothétique de gauche pour les prochaines échéances électorales. Si les électeurs, les électrices et la population française se retrouvent avec une retraite à 64 ans, ce n'est pas la faute à Jean-Luc Mélenchon. Un soir d'avril 2022, il dit faites mieux. On se dit qu'il va lâcher le flambeau. Et finalement, un an et demi après, il est toujours là aux commandes, en fait. Et confier ce flambeau à la jeunesse, d'ailleurs. Oui. Il n'a pas dit qu'il se représenterait en 2027. Donc, par contre, je pense qu'un candidat de la France insoumise aux prochaines élections, à la prochaine élection présidentielle, devra avoir le soutien de Jean-Luc Mélenchon. C'est une personne qui est identifiée par les sympathisants de la France insoumise. Et on sait qu'une présidentielle, c'est très difficile et qu'il faut avoir une personne identifiée ou avoir le soutien de cette personne. Et le soutien de Jean-Luc Mélenchon. Merci Sylvie Ferrer. Pendant la campagne, c'est évident. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Robin. Restez connectés, rendez-vous sur Twitch. On se retrouve dimanche prochain. Mais d'ici là, la politique, toujours avec l'invité de Francis Letellier tout de suite.